C'est bon, super. Bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien. Alexandre, tu nous fais un petit signe de la tête. C'est bon? Super. Donc, on a attendu les petites minutes réglementaires pour permettre à tous les participants qui étaient dans la salle d'attente de nous rejoindre. Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire Au-delà de la COP15, la stratégie nationale biodiversité à horizon 2030. Donc, vous avez sûrement tous suivi cette actualité en fin d'année 2022. À l'issue de la COP15, en décembre dernier, donc, il y a un accord qui a été signé sur la préservation de la biodiversité. Il reste quand même pas mal de questions sur lesquelles on s'est penché chez AgroSolutions. Pour en citer quelques-unes, comment la France va se saisir des enjeux mentionnés lors de la COP15? On fait le constat également que les sols sont très dégradés, donc comment la préservation des sols s'intègre dans cette stratégie-là? Qui est concerné bien sûr par les mesures de cette stratégie? Quelles sources de financement public comme privé pourront être mobilisées? Et puis enfin, qu'est-ce qui est attendu pour le second volet? Donc très attendu a priori au printemps, en tout cas en 2023. Donc, ce sont les questions clés auxquelles nos intervenants vont essayer de répondre pendant 30 minutes. Et puis ensuite, on aura pas mal de temps pour les échanges. Donc, on a pris un certain parti sur la présentation avec un angle assez pédagogique parce qu'il y a une certaine diversité d'acteurs plus ou moins sachants parmi vous. Donc, il fallait bien mettre le curseur quelque part. Néanmoins, s'il y a des questions, des besoins d'approfondissement, n'hésitez pas à les mettre directement dans la conversation de la réunion parce que voilà, on a réservé quand même pas mal de temps pour un échange. Donc, sans plus tarder, je vous présente donc les intervenants pour aujourd'hui. Donc, je suis ravie d'accueillir Alexandre Benoît, qui est vraiment notre expert biodiversité chez AgroSolutions, et puis Gabriel Gros-Chapelier, qui travaille au service innovation chez AgroSolutions également. Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet, je voulais juste prendre quelques minutes pour vous permettre de resituer un peu qui est AgroSolutions. Donc, AgroSolutions est la filiale conseil en agro-environnement de l'Union de coopératives InVivo. Donc, Union de coopératives qui représente aujourd'hui la seconde coopérative européenne en termes de taille. Donc, c'est un très gros acteur de l'agriculture française et au sein duquel donc il y a 4 pôles et notamment un pôle agriculture, donc dans lequel AgroSolutions est situé. AgroSolutions, c'est 45 années d'expertise, 45 collaborateurs en France. On a une part certaine de notre chiffre d'affaires qui est dédiée à la recherche et au développement à travers un pôle incubateur pour défricher un peu les grandes tendances de demain sur l'agriculture et l'alimentation. Notre expertise, elle se démontre aussi par la rédaction, co-rédaction de 4 méthodes label bas carbone déposées au ministère, validées ou en cours de validation. Et puis, on a plusieurs bureaux à travers la France. Donc, notre implantation est plutôt à l'Est. Et puis, assez récemment, depuis 2 ans, on a développé tout un pôle dans la partie ouest. Et puis, on a également un bureau à Bordeaux. Ce qu'on fait au quotidien, on travaille auprès des acteurs de l'amont agricole, on travaille également auprès des filières et industries agroalimentaires et auprès des territoires, que ce soit des collectivités territoriales ou des aménageurs du territoire, comme des énergéticiens, des acteurs de l'eau, etc. Et donc, à travers 6 leviers qu'on déploie auprès de ces acteurs, donc tout ce qui est agriculture durable, approvisionnement responsable, la partie aussi connexion entre alimentation et territoire, un gros pôle sur la transition bas carbone qui est vraiment transversale à tous les acteurs avec qui on travaille. On a également développé une expertise certaine sur les agri-énergies. Donc, ce qu'on entend par agri-énergie, c'est notamment l'agrivoltaïsme et puis la partie méthanisation. Et comme je vous le disais, on a un incubateur en interne, un service innovation, qui nous permet de défricher un peu les tendances actuelles et puis de demain et de surtout les transformer en services opérationnels pour nos clients et partenaires. Et donc, là, ces 2 dernières années, enfin cette dernière année surtout, on travaille énormément sur la partie biodiversité et eau, avec les équipes qui travaillent donc dans l'incubateur et dont Alexandre et Gabriel font partie. Voilà, j'ai bien assez parlé. Je laisse la place maintenant à Alexandre. Merci Ludivine pour ces quelques mots d'introduction.
Donc, avant d'entrer dans le détail de la stratégie nationale biodiversité, donc on va revenir un peu sur le bilan de la COP 15 et sur l'accord de Kunming-Montréal qui a été trouvé fin 2022. Donc, comme vous avez pu le suivre, donc la COP 15 biodiversité a eu lieu en 2 temps. Donc, un premier temps en 2021, un second en fin 2022, en décembre, qui a vu l'adoption d'un texte final qui fixe le cadre mondial sur la biodiversité, donc au moins pour les 10 années à venir. Donc ce texte est considéré comme un jalon important pour lutter contre l'érosion de la biodiversité et de la nature, donc, et qui est considéré un peu comme l'équivalent des accords de Paris suite à la COP 21 en France, et qui intègre des progrès significatifs par rapport à la COP 10, donc l'ancien cadre mondial, et les objectifs d'Aichi qui le remplacent. Donc, au niveau global de l'accord, donc on retrouve 4 objectifs à long terme, donc avec une visée à 2050. Donc là, je vous en ai présenté 2 principaux. Donc le premier, c'est vraiment l'arrêt de l'érosion de la nature par le maintien et la restauration des écosystèmes, donc qui implique aussi l'arrêt de l'extinction des espèces menacées. Et le dernier objectif que je vous présente aujourd'hui, c'est un objectif sur le financement à long terme, donc notamment avec un objectif fort de combler l'écart de financement entre les subventions néfastes et bénéfiques pour la biodiversité. Actuellement, cet écart est de l'ordre de 700 milliards de dollars par an en faveur des subventions néfastes. Et le texte prévoit de travailler en priorité sur la réduction de ces subventions néfastes et d'augmenter les subventions bénéfiques de l'ordre de 200 milliards de dollars par an. En parallèle, il y a eu un gros point de négociation lors de cette COP 15 qui portait justement sur le financement des pays en voie de développement par les pays développés. Donc l'idée, c'est quand même d'apporter des subventions et du financement pour incrémenter des changements dans ces pays-là tout en limitant, tout en n'entravant pas le développement économique de ces pays. Donc là, l'idée, c'est de passer de 4 à 10 milliards de dollars par an à 30 milliards de dollars en 2030. Donc en parallèle de ces 4 objectifs long terme, donc il y a 23 cibles qui ont été définies à l'horizon 2030, dont certaines qui ont été pas mal médiatisées. Donc je pense notamment à la cible 30-30, on l'appelle ainsi, donc qui prévoit la création d'un réseau de 30% des terres, 30% des mers protégées au niveau mondial. Et on retrouve également des objectifs plutôt liés à l'agriculture. Donc, par exemple, la cible 7, qui cible une réduction de moitié du risque global lié aux intrants agricoles. Donc, c'est une cible qui a été poussée par l'UE, qu'on retrouvera par la suite. On a une autre cible aussi qui mentionne l'intérêt de l'agriculture qui mentionne l'intérêt de l'agriculture comme solution, justement pour répondre à ces enjeux de biodiversité. Donc, par le développement de pratiques innovantes, donc ça peut passer par de l'agroécologie, de l'agroforesterie. Il y a également une mention de l'intensification durable de l'agriculture. L'idée du texte, c'est de concevoir une agriculture qui s'appuie sur les services écosystémiques et qui permet également de répondre à des enjeux de résilience de long terme des agroécosystèmes. Voilà, on retrouve aussi d'autres cibles plutôt en lien avec la réduction du gaspillage alimentaire, donc qui est importante et qui permet également de promouvoir une solution pour limiter aussi le changement d'usage des terres au niveau mondial. Et finalement, la dernière cible, donc la cible 15, c'est une incitation des États à définir et à mettre en avant des cadres de reporting, donc pour évaluer et publier des risques, les dépendances et impacts des entreprises vis-à-vis de la biodiversité. On peut passer à la slide suivante. Alors là, je vous ai présenté la COP 15 et en fait, on se retrouve avec une interdépendance entre des niveaux réglementaires. Donc la COP 15 fixe le cadre global, le cadre mondial de la biodiversité et cet accord mondial doit être transposé dans les stratégies biodiversité des États, donc on appelle stratégie et plan d'action nationaux de la biodiversité. Donc les États doivent définir par la suite les ambitions. Ces ambitions peuvent par ailleurs être supérieures au cadre mondial. Les mesures à mettre en place et aussi les moyens à allouer pour répondre aux ambitions définies. Donc
En Europe et en France, il s'avère qu'on a un peu anticipé ce cadre mondial, puisque la stratégie européenne pour la biodiversité a été publiée, publiée en 2020 et adoptée en 2021. Donc cette stratégie est en lien avec le pacte vert qu'on a entendu parler, voté en 2020, et la stratégie Farm to Fork, plutôt adaptée aux systèmes agricoles. Et dans cette stratégie, on retrouve des objectifs, l'objectif de protection de 30% des terres, 30% des mers, avec une protection stricte de 10% des terres, par exemple. Et on retrouve aussi un objectif qui a fait grand bruit et qui est pour l'instant un peu en stand-by, donc sur la réduction de 50% de l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse et du risque associé à ces produits. Donc cette stratégie, elle est plus loin, va plus loin en tout cas, que l'accord de Kunming-Montréal. Et je vous disais, cette mesure en stand-by, puisqu'il y a un rapport de force qui s'est un peu créé entre la Commission européenne et les États membres, qui ont demandé la réalisation d'une étude pour évaluer l'impact de cette mesure sur la souveraineté alimentaire de l'Union, notamment suite à la guerre en Ukraine depuis 2022. Donc au niveau français, la France a également anticipé l'accord de Kunming-Montréal, donc par la publication du premier volet de la stratégie nationale biodiversité à horizon 2030, donc en mars 2022. Donc cette stratégie nationale, c'est la 3e version. Elle vient remplacer la stratégie précédente qui portait sur la période 2011-2020. Et ce premier volet fixe un cadre global qui reste quand même relativement souple en attente des objectifs mondiaux. Donc l'objectif final, c'est d'intégrer le cadre mondial et les objectifs attenants dans le second volet de la stratégie nationale biodiversité qui sera publié probablement fin mai 2023. En parallèle, il y a eu un rapport de financement de cette stratégie qui a été publié, donc qui a été mené par l'Inspection générale des finances. Gabriel y reviendra un peu plus en détail par la suite. À noter que ces stratégies nationales biodiversité, donc les objectifs mesures et moyens, seront évalués lors de la prochaine COP15 biodiversité, donc qui se tiendra en Turquie en 2024, pour justement vérifier si toutes ces stratégies sont alignées avec le cadre mondial et s'il y a besoin de les faire évoluer par la suite. Tu peux passer. Voilà. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail de ce premier volet de la stratégie nationale biodiversité et sur les mesures qui sont prévues pour les entreprises du secteur privé, donc tout secteur d'activité confondu, on retrouve un point clé justement sur l'intégration de la biodiversité dans les stratégies des entreprises, donc notamment avec un point d'orgue qui est fait autour du cadre de reporting extra-financier qui est amené à évoluer, donc c'est déjà prévu, donc par le remplacement de la déclaration de performance extra-financière des entreprises par les mesures qui vont être mises en place par la directive CSRD, donc CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive, qui a pour ambition d'harmoniser le reporting de durabilité des entreprises au niveau européen donc, et de renforcer aussi l'objectif de l'Union en matière de transparence des entreprises. Donc, il est prévu que celles-ci identifient et évaluent les impacts de leurs activités, mais également des dépendances des activités vis-à-vis de la nature, en l'occurrence ici, et de l'environnement au sens large, mais aussi évaluer, identifier les risques et les opportunités sur ces activités. Donc, cette directive est prévue de s'appuyer sur une base d'indicateurs, donc encore en cours de construction. Normalement, il devrait être communiqué en juin 2023 pour pouvoir comparer les entreprises entre elles. Donc, on va retrouver des indicateurs qui vont être obligatoires, partagés entre tous les secteurs d'activité, complétés par des indicateurs obligatoires qui vont être sectoriels et aussi des indicateurs facultatifs qui peuvent être choisis par les entreprises. Donc, en parallèle de ce cadre réglementaire qui est amené à évoluer, la stratégie nationale biodiversité inclut l'intégration des entreprises dans des cadres de reporting volontaires. Donc, il y a mention notamment de la TNFD, donc la Task Force on Nature-Related Financial Disclosures. Donc, il y a un groupe de travail qui œuvre pour la mise en place d'une méthode de publication d'informations financières à la biodiversité et qui permet aussi d'améliorer la transparence des entreprises. Donc, le cadre de la TNFD s'appuie sur le cadre de la TCFD qui est déjà éprouvé sur les enjeux plutôt climat. Et ce groupe de travail est en train de finaliser la méthode avec l'ambition de publier la méthode définitive en septembre 2023. En parallèle, on a d'autres cadres de reporting et d'évaluation en cours de construction,
donc notamment la SBTN, donc Science Based Nature Target Networks, qui est également en cours de finalisation. Ouais, donc l'intégration de la biodiversité dans la stratégie des entreprises pourra également aller plus loin, donc avec une autre mesure qui est inscrite dans la CNB, donc avec le développement des comptabilités écologiques, que ce soit publiques pour les collectivités, mais aussi privées. Donc pour rappel, la comptabilité actuelle, elle ne prend pas en compte les enjeux environnementaux et sociaux, et la comptabilité écologique correspond à un modèle de comptabilité intégratif qui va justement intégrer une lecture financière, mais aussi environnementale, avec la valorisation des avances sociales et environnementales qui sont portées par l'entreprise. Donc l'objectif de cette comptabilité, c'est in fine la préservation du capital naturel. Donc sur cette notion de comptabilité, il y a des méthodes qui existent déjà, mais l'idée c'est de revoir les méthodes de comptabilité actuelles, de proposer aussi une révision de la norme comptable internationale pour intégrer des enjeux de comptabilité écologique dans cette norme. Et cette mesure est volontaire à l'initiative des entreprises et s'appuiera sur des coalitions d'entreprises. Donc, je pense notamment à Entreprises pour l'environnement, ça peut être ORE ou également Entreprises engagées pour la nature, donc le groupe de travail qui est animé par l'OFP. Comme autre mesure dans la SNB, donc vis-à-vis des entreprises, on a aussi un point d'orgue sur le soutien d'innovation de ces entreprises, des entreprises, donc par notamment la création d'un fonds qui va être géré par l'ADEME avec l'expertise de l'OFB, l'intégration aussi, une meilleure intégration de la dimension biodiversité dans les dispositifs de soutien existants, donc par exemple les plans d'investissement d'avenir, où l'idée c'est quand même de réorienter les enveloppes vers des projets qui intègrent un peu plus de biodiversité par rapport actuellement. Et dernier point, c'est le soutien de bourses CIFRE, entre autres, qui va permettre de réaliser des thèses dans les entreprises et de favoriser le transfert de l'innovation entre des acteurs publics et privés. Et dernier point auquel on voulait parler aujourd'hui, c'était l'intégration de la biodiversité dans des filières spécifiques, donc notamment la filière construction et la filière énergie, donc notamment avec des mesures listées comme le recours aux matériaux biosourcés pour la filière construction, mais aussi le développement de parcs d'énergie renouvelables, mais en intégrant quand même une logique de sobriété foncière pour le secteur énergétique. Je ne rentre pas plus dans le détail puisqu'on va faire plutôt un focus agricole sur la suite de la présentation. Tu peux passer. Donc, la stratégie nationale biodiversité prévoit aussi des mesures plus spécifiquement pour la filière agroalimentaire. Premièrement, elle prévoit la poursuite de l'objectif de la loi EGalim, d'avoir 50% de produits durables et de qualité en restauration collective, dont 20% de bio. La stratégie prévoit aussi de renforcer la dimension biodiversité dans les labels et les normes agricoles et alimentaires, comme dans les cahiers des charges des appellations, donc AOP, AOC par exemple. Et ce point va sans doute mener à faire évoluer les normes, comme la norme ISO 14001, pour pouvoir intégrer des critères biodiversité. Pour aller plus loin, l'État prévoit de rendre obligatoire l'affichage environnemental, et donc en conséquence, différentes méthodes se développent, comme le Planet Score ou l'EcoScore. Et même si l'État n'a pas encore prévu, n'a pas encore déterminé quel label serait utilisé, plusieurs entreprises se sont déjà positionnées sur certaines de ces méthodes. Et donc l'objectif de cet affichage, c'est d'afficher un score environnemental pour les produits alimentaires, de la même manière que le Nutri-Score le fait pour la santé. Maintenant, il y a des mesures de la stratégie qui sont aussi spécifiques à la filière agricole. Alors la première mesure, c'est l'évolution du cahier des charges HVE, haute valeur environnementale, à partir du 1er janvier 2023. Parmi les évolutions, il y a la suppression de l'accès au niveau 3 de la certification par la voie B, qui était une voie qui permettait de certifier les exploitations dont le poids des intrants était inférieur à 30% du chiffre d'affaires total. Donc ce critère était jusqu'à présent très favorable aux productions à forte valeur ajoutée. Et il y a aussi certains critères de ce nouveau cahier des charges qui sont particulièrement exigeants, notamment pour la viticulture, avec un seuil de fertilisation très bas et l'interdiction de certains produits de traitement qui étaient majoritairement utilisés en viticulture particulièrement. La stratégie prévoit également de soutenir des initiatives en faveur de la diversification des cultures,
en développant par exemple des mécanismes de valorisation économique. Alors, la diversification des cultures présente un intérêt agronomique pour la gestion des adventices, par exemple, ou pour l'amélioration de la qualité des sols. Et parmi les cultures qui peuvent être utilisées, il y a notamment les légumineuses qui présentent un intérêt en participant à améliorer la fertilité du sol. Mais un frein au développement de ces cultures, c'est aussi le manque de débouchés. Donc, il y a un vrai besoin de valoriser les cultures diversification par des filières qui sont structurées et qui permettent d'assurer ces débouchés. Donc la stratégie prévoit aussi de renforcer les connaissances sur la biodiversité des systèmes agricoles, pour valoriser des pratiques par des mécanismes de PSE, par exemple, qui vont intégrer, la dimension biodiversité de manière plus forte. Parce qu'actuellement, la majorité des PSE valorisent les pratiques qui permettent de préserver la ressource en eau. Et il y a peu de PSE privés, qui sont actuellement développés, hormis dans certaines chartes, comme la charte, type Lu Harmonie, par exemple. Et pour appliquer l'évaluation des services environnementaux, le développement de dispositifs innovants couplant le climat via le label bas carbone et les enjeux de biodiversité pourrait permettre de répondre aux enjeux de comptabilité intégrée. Alors, dans l'accord qui a été obtenu à l'issue de la COP 15, une des cibles était l'intégration de la préservation de la santé des sols, ce qui est un progrès puisque les sols aujourd'hui en Europe, les sols agricoles sont très menacés. On estime que 60 à 70% des sols européens ont un niveau de fertilité très bas et que 1 milliard de tonnes de terre sont perdues par an à cause de l'érosion, principalement par l'eau. Et ce constat est d'autant plus fort que les terres cultivées en Europe rendent des services écosystémiques pour une valeur de 76 milliards d'euros par an. Donc, il y a un vrai besoin de protéger les sols fertiles et de restaurer les sols érodés. Maintenant, comment est-ce que cet enjeu est pris en compte dans la stratégie nationale biodiversité? Alors, premièrement, l'Union européenne a développé une stratégie pour les sols en novembre 2021, avec la mesure phare de proposer une loi sur la santé des sols pour 2023, qui n'est pas encore sortie pour le moment. La France, quant à elle, dans sa stratégie nationale biodiversité, s'engage à développer, à élaborer une stratégie pour la protection et la restauration des sols, avec un objectif de restauration, des moyens pour évaluer l'état des sols et des actions pour pouvoir préserver la santé des sols. Cette stratégie donc intégrerait aussi l'objectif de zéro artificialisation nette en 2050. Alors suite à la publication de la stratégie nationale biodiversité, l'inspection des finances de l'État a été missionnée pour pouvoir identifier des sources de financement pour les mesures de cette stratégie. Alors les sources de financement sont majoritairement publiques. Une première source identifiée, c'est d'utiliser les subventions néfastes à la biodiversité en les réduisant et en utilisant donc le budget dégagé pour pouvoir subventionner des actions favorables à la biodiversité. Et le rapport indique qu'une réduction d'environ 5% des subventions néfastes de l'État français et de l'Union européenne d'ici à 2027 suffirait pour financer l'intégralité des besoins nouveaux de la stratégie. Alors ces subventions, elles proviennent majoritairement de la PAC et plus spécifiquement des paiements directs du premier pilier, comme les aides couplées à la production par exemple. Donc même si les subventions agricoles sont réduites, le secteur agricole aura quand même toujours un impact résiduel sur la biodiversité pour pouvoir répondre aux objectifs de production. Donc une autre source de financement public, c'est les fonds européens qui prévoient un budget aussi pour la biodiversité, avec le FEDER qui met à disposition 100 millions d'euros par an sur 2021-2027 pour des projets en faveur de la biodiversité. On trouve l'exemple du projet Life Biodiv Est dans le Grand Est, qui a permis de financer plusieurs plans d'action nationaux pour préserver des espèces menacées. Ça a permis aussi de financer plusieurs atlas de la biodiversité communale et notamment l'implantation de plusieurs centaines de kilomètres de haies sur le territoire. Alors même si la majorité des financements des mesures de la stratégie sont assurés par les pouvoirs publics, il y a aussi des sources de financement privées qui ont été identifiées, avec en premier lieu la proposition d'élargir la redevance pour pollution diffuse en mettant en place une taxe sur les engrais azotés.
Alors cette taxe, elle pourrait permettre de dégager environ 60 millions d'euros par an pour subventionner des actions favorables à la biodiversité. Le rapport de financement propose aussi d'intégrer des critères biodiversité au sein des labels bas carbone, voire de créer des crédits de biodiversité qui seraient valorisables au sein des stratégies RSE des entreprises. Et pour faire le lien avec la cible de la COP15 qui est de mettre en place un cadre de reporting, il est aussi proposé de développer des indicateurs, des risques et impacts des activités économiques des entreprises sur la biodiversité pour pouvoir développer des outils de financement privé. Pour le secteur financier, on observe des exemples d'outils de financement intégrant particulièrement la biodiversité, avec des emprunts pour financer des projets de transition écologique, les green bonds, aussi des prêts liés à la performance environnementale ou encore des crédits carbone qui reposent sur des solutions fondées sur la nature. Donc on voit avec le développement de ces outils de financement que la biodiversité et la performance biodiversité des entreprises peut devenir un critère d'investissement, un critère de financement. Et pour conclure, la première partie de cette stratégie nationale biodiversité présente un ensemble de mesures qui sont cohérentes avec les mesures qui sont affichées à la COP15, mais elle a besoin d'être complétée par la publication du deuxième volet de cette stratégie, qui est donc prévu au printemps 2023. Les attendus pour cette deuxième partie sont principalement, bien sûr, la prise en compte des mesures obtenues à l'issue de la COP15 et la hiérarchisation des mesures, notamment en fonction de leur urgence vis-à-vis de l'état de la biodiversité. En matière agricole, le déploiement de la PAC 2023, c'est la principale mesure qui a été identifiée par la stratégie. Donc, il y a besoin de définir des leviers supplémentaires en matière agricole aussi. Un autre attendu, c'est de rendre les mesures opérationnelles en définissant des indicateurs de suivi et des trajectoires d'objectifs pour des actions qui sont pour le moment encore imprécises. Et enfin, on peut s'attendre dans ce deuxième volet de la stratégie à un chiffrage des coûts des mesures pour pouvoir identifier des sources de financement adaptées. Voilà, on arrive donc à la fin de ce webinaire. Merci d'y avoir assisté. Et en complément d'information, on envisage de réaliser un décryptage lorsque le deuxième volet sera publié pour pouvoir faire la continuité avec le webinaire d'aujourd'hui. Merci Gabrielle, merci Alexandre. Donc, on avait en effet, il me semble, alors pour l'instant, il y a une question, mais elle est assez complète sur le chat. Peut-être Alexandre, est-ce que tu as des éléments de réponse à apporter? Ouais, on peut faire pour répondre à la question, Gabriel a déjà apporté quelques éléments de réponse hein, dans les différents mécanismes qui peuvent être proposés au niveau du secteur agricole. Mais au niveau justement de la question de la valorisation financière et de pratiques vertueuses qui peuvent être mises en place vis-à-vis de la biodiversité. Donc, ça, pour nous, je pense que ça viendra principalement d'une approche un peu de solutions multiples. Donc, Gabriel a parlé notamment de l'intégration de la biodiversité dans les labels. Donc là, il y a un gros travail à faire justement sur l'intégration de critères biodiversité, sur la reconnaissance de ces labels aussi. Donc derrière, il y a quand même des enjeux de sensibilisation auprès du consommateur à mettre en place, justement pour qu'il puisse voir un peu plus clair dans la multiplicité des labels actuels. Donc c'est pour ça que l'affichage environnemental devrait théoriquement permettre de répondre un peu à cette question de la diversité des labels. Voilà, après, il y a d'autres mécanismes hein, dont on a parlé, donc notamment les paiements pour services environnementaux, où là, il y aura peut-être besoin de revoir aussi le cadre réglementaire, avoir un cadre réglementaire plutôt plus incitatif vis-à-vis des financeurs privés. Comme vous l'avez compris, actuellement, il y a beaucoup de financeurs publics via les agences de l'eau. Ça peut être aussi le développement de crédits carbone qui vont intégrer des critères biodiversité dans les projets. Donc justement, qui va permettre de répondre aussi aux ambitions d'alignement entre les objectifs climat et les objectifs biodiversité. Donc il y aura peut-être un second marché de crédit carbone qui sera accolé au premier.
donc avec des crédits carbone qu'on peut appeler plus ou crédit carbone biodiversité. Et puis aussi tout le travail à faire autour de la réorientation des flux financiers, donc notamment via les cadres de reporting dont on a discuté, la TNFD, la SBTN, ou les différents critères que peuvent utiliser les acteurs financiers, comme les critères d'investissement, des critères de prêt. Et dernière mention aussi de mécanismes qui peuvent être déployés pour valoriser des pratiques vertueuses. C'est toute la notion de crédit biodiversité, donc qui est aussi mentionnée dans l'accord de Kunming-Montréal, hein, qui est un mécanisme comme un autre, hein. Cette notion de crédit biodiversité, elle est en cours de construction. Il y a plusieurs coalitions mondiales qui sont en train de travailler sur le sujet. Donc voilà, les méthodologies sont pas encore définies. Ce qui est sûr, c'est que la biodiversité est beaucoup plus multifactorielle que les enjeux climatiques, donc le cadre est un peu plus complexe à construire. Donc à voir justement ce que ces crédits peuvent donner et permettre de réorienter aussi des financements vers des projets un peu plus vertueux vis-à-vis de la biodiversité. Merci Alexandre. Du coup, j'en profite, là, il y a une seconde question. Quelles sont les premières étapes concrètes à réaliser pour mener un audit biodiversité pour un industriel? Quel contact nous conseillez-vous? Ça rejoint peut-être un petit peu la partie, justement, là, même les cabinets de conseil, les acteurs sont en train de se structurer aussi sur la partie indicateur. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Ouais. Alexandre. Ouais, sur cette partie d'audit, en quelque sorte, pour l'instant, il y a un peu de flou justement sur la notion de biodiversité. On est encore en attente de la définition du contexte réglementaire, du contexte volontaire. Notamment, par exemple, la TNFD et la SBTN sont en train de travailler sur des indicateurs globaux. La TNFD, par exemple, va sortir une dizaine d'indicateurs, va également publier des documents guides supplémentaires sectoriels. Donc, il y a notamment le document guide sur l'agriculture qui va sortir fin mars, donc dans une semaine. Donc, ce qui sera nécessaire une fois qu'on aura ces guides, c'est de voir justement l'alignement entre ces différents indicateurs, l'alignement entre les différents cadres aussi d'évaluation. Donc voilà, il y a des outils qui existent, hein, des outils vraiment à large échelle qui peuvent être appliqués à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'un projet, donc qui permettent de répondre en partie à ce cadre de reporting, donc plutôt pour des acteurs qui vont répondre à des acteurs financiers. La difficulté, par contre, avec ces outils, c'est d'avoir un niveau de granularité fin. Donc, je pense notamment faire le lien avec des indicateurs plutôt terrain qui vont parler aux acteurs de l'amont agricole, que ce soit des coopératives, des négoces, voire même les agriculteurs. Donc, pour l'instant, je dirais qu'il y a le cadre reste encore un peu à construire. Après, en termes d'audit biodiversité, voilà, je pense qu'il y a une réflexion déjà amorcée justement sur toute la notion d'impact de dépendance et aussi les risques et les opportunités vis-à-vis des activités. Voilà. Et donc oui, en effet, juste pour compléter, Alexandre, nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille du coup depuis un an avec Alexandre sur cette partie indicateur avec une granularité très fine, comme on l'a pu le faire sur la partie carbone ces dernières années. Là, voilà, on travaille beaucoup sur la partie biodiversité aujourd'hui chez AgroSolutions. Voilà, et notamment, je ne sais pas si tu veux parler du projet Alexandre, juste rapidement. Voilà, il y a des projets qu'on mène chez AgroSolutions justement sur cette notion d'indicateur. Donc, on a une base de données interne vraiment axée sur des indicateurs de terrain. Donc, on a un projet qui a débuté en 2022 donc avec la Fondation du patrimoine et InVivo Foundation, justement sur la définition d'indicateurs de mesures de services écosystémiques vis-à-vis des haies, dans l'idée de communiquer auprès des agriculteurs sur les externalités positives que les haies peuvent représenter, donc pour la production agricole, mais aussi pour d'autres services écosystémiques, donc des services qui vont être délivrés à la population, ou des services en lien avec les enjeux climatiques ou des enjeux eau, par exemple. Donc là, voilà, on a un gros travail de terrain qu'on a mené sur ce sujet en 2022.
Ok, ensuite, donc il y a une autre question. Pouvez-vous expliquer la taxe sur les engrais azotés, qui, quoi, quand, comment? Euh, Gabriel ou sinon j'y vais? Oui, alors la taxe sur les engrais azotés, c'est une c'est une proposition qui a déjà été évoquée il y a quelques années. Et donc, l'objectif, ça serait de la mettre en place seulement si les objectifs de réduction de des émissions de certains produits sont atteints. Et donc, il y a une trajectoire d'objectifs qui a été définie entre 2022 et 2027, il me semble, avec des objectifs par an de ces émissions. Et donc, voilà, c'est une proposition de mettre en place cette taxe seulement si certains des objectifs ne sont pas atteints. Ça reste encore à l'état de proposition. En fait, c'est un projet de taxe qui a été mentionné dans la loi Climat et Résilience de 2021. Et pour l'instant, il y a encore des discussions, mais on devrait théoriquement d'avoir davantage de nouvelles justement sur l'implémentation de cette taxe. L'idée, c'est comme Gabriel l'a dit, c'est d'aller un peu plus loin et de suivre aussi les objectifs de réduction liés aux émissions liées aux engrais. Ouais. Alors, il y avait une question sur le projet Est-ce que le projet est ouvert à toutes les coopératives? Avons-nous accès aux résultats? Donc pour l'instant, c'est un projet qui a été mené hors coopérative. Il a été mené en collaboration avec une fédération de chasseurs, aussi la fédération de chasseurs des Deux-Sèvres. Donc on s'est appuyé sur un groupement d'exploitation sur le secteur des Deux-Sèvres. L'objectif de 2023 sur ce projet, c'est de travailler notamment sur l'évaluation des haies, sur leurs potentiels impacts sur les rendements agricoles. Justement, voir dans quel cas il y a potentiellement des impacts sur les rendements ou l'inverse. Hein. Dans la littérature, on trouve quand même que les haies peuvent apporter aussi des effets positifs vis-à-vis des rendements. Et l'idée de cette année, c'est aussi de travailler avec les coopératives du secteur, donc toujours Deux-Sèvres. Mais l'ambition à moyen terme du projet, c'est d'élargir le périmètre aussi à d'autres coopératives et que l'application de la méthode puisse se faire au niveau national dans un second temps. Un appel aux volontaires. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des dernières questions? Je pense que c'est tout bon. Donc, d'un point de vue pratico-pratique, donc le webinaire est enregistré. On mettra à disposition le replay. Enfin, en tout cas, on l'enverra à tous ceux qui sont inscrits. Donc, Gabriel a donné rendez-vous pour le décryptage du second volet quand il sortira. On espère donc au printemps. Et d'ici là, donc on va également vous envoyer la présentation faite aujourd'hui. N'hésitez pas à contacter donc nos experts sur le sujet si vous souhaitez approfondir la thématique dans votre organisation. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Alexandre, Gabriel, n'hésitez pas si j'ai oublié quelque chose. Je pense que c'est bon. Moi, c'est bon pour moi. Ah, une dernière question. Alors, des mesures vont porter sur le renforcement de la biodiversité dans les labels. Est-ce qu'il y aura aussi des velléités d'encadrer les promesses de préservation de la biodiversité faites aux consommateurs sur les produits? Peut-être ça fait référence à la partie référentielle, non? Oui. Qui va arriver sur les produits. Oui, pour l'instant, l'État prévoit de rendre obligatoire l'affichage environnemental, mais n'a pas encore fixé de seuil justement pour respecter les enjeux de biodiversité. Donc peut-être. Ok, en effet, oui, les évolutions en cours sur l'intégration de la biodiversité dans les approches, il y a des évolutions en cours sur l'intégration de la biodiversité dans les approches ACV, donc ACV, analyse de cycle de vie des produits, donc qui est une méthode d'évaluation de l'impact environnemental des produits.
voilà, en cours de travaux chez GIS Revalim. Merci Aline. Très bien. Donc rendez-vous au printemps pour en savoir plus. Merci à tous. On vous souhaite un très bon appétit et une très bonne après-midi.